Hello mes petites soupes au coca, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui devrait faire du bien à votre porte-monnaie. C'est suffisamment rare sur cette chaîne pour qu'on puisse le mentionner parce que les temps sont durs. Personnellement, je viens d'acheter une maison, mais de façon générale, la vie coûte la peau des miches maintenant, que ce soit l'électricité, l'alimentation, les plaisirs. On ne sait plus comment retenir notre argent durement acquis de filer entre nos doigts et je me suis dit que c'était le moment idéal pour rappeler à notre bon souvenir nos meilleurs alliés littéraires dans cette bataille, à savoir les livres de poche. Ça vous paraîtra peut-être idiot comme réflexion, mais à l'heure de la course irréfléchie et irraisonnée vers les objets livres toujours plus beaux, toujours plus collector, toujours plus chers, avec des jaspages, des fers à chaud, des vernis, des coffrets, des éditions reliées, 3 fois la même édition d'un seul et même texte, et les livres qui se transforment de plus en plus en produits marketing de consommation pure, titillant très efficacement nos élans, notre nature de collectionneurs et collectionneuses compulsives, nous poussant parfois à débourser entre 25 et jusqu'à 30 € pour un seul et unique exemplaire d'un roman, là où avec les formats poche, on aurait pu acheter 3 voire 4 histoires différentes. Outre cet aspect pécuniairement intéressant, les livres de poche jouissent de tout un tas d'autres attraits, à commencer par leur praticité, puisqu'il est facile de les glisser dans sa poche, dans son sac, absolument partout, et qu'on craindra peut-être un petit peu moins de les écorcher, puisqu'on aura payé 8 € pour se les procurer, plutôt que d'avoir dû hypothéquer sa mère, son père, son chat, son frère et son chien pour se payer la dernière édition ultra collector de ce roman qui vient tout juste de sortir. Et en plus, reconnaissons au passage les efforts qui sont mobilisés par les éditeurs de livres de poche pour les rendre toujours plus jolis sans que le prix soit complètement plombé. Il y a toujours plus de belles couvertures et d'effets de fabrication soignés qui n'ont franchement pas à rougir des éditions grand format. Alors après ce laïus, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi aujourd'hui il me tient à cœur de vous présenter 10 recommandations, 10 livres qui m'ont marqué, qui m'ont séduite et qui sont disponibles à moins de 10 €, si c'est pas beau ça. Alors à vos claviers ou à vos boutons parce que c'est le moment de faire des captures d'écran. Vous allez très rapidement vous en rendre compte, cette liste est très éclectique. Je ne me suis rien interdit, mon seul critère, ma ligne directrice et de conduite, c'était la qualité et ma foi c'est un point de jonction tout à fait acceptable. Et avant de plonger tête la première dans cette fameuse liste, laissez-moi vous présenter une autre façon de vous faire plaisir à moindre frais en vous parlant du sponsor de la vidéo qui n'est encore une fois nul autre que Ava & May. Cette marque, je la connais fort bien, je l'aime de tout mon cœur et depuis le temps que je travaille avec elle en étroite collaboration, je pense que c'est votre cas également puisque Ava & May c'est un créateur de parfums d'intérieur qui a à cœur de proposer une gamme toujours plus étendue, toujours plus surprenante de produits de haute qualité autour du voyage pour venir embellir et embaumer votre intérieur. Que ce soit grâce à des diffuseurs de parfums, des bougies, des savons pour les mains, des brumes d'oreiller, des parfums pour le corps ou pour votre voiture, vous trouverez toujours chaussures à votre pied avec des produits vegan, cruelty free, dont la composition est la plus clean et la plus responsable possible, et le tout fabriqué en Europe. Et parce qu'en ce moment on a toutes et tous envie de profiter du soleil, des journées qui rallongent, des fleurs qui poussent absolument partout et qui viennent égayer notre quotidien, quelle meilleure façon de ramener toute cette vitamine D et cette bonne humeur chez soi qu'en faisant brûler la bougie Provence qui exhale de délicieuses fragrances de citron, de lavande et de rose. Cette bougie sent l'enfance, la nostalgie, les chapeaux de paille, les petits ballots de lavande, sans pour autant être vieillotte ou écœurante. C'est un savant mélange puisque l'acidité du citron vient contrebalancer le côté très prégnant de la lavande et le tout rendu hyper élégant et moderne avec les notes de rose. Et en plus, cette adorable peau couleur lavande va apporter du peps et de la joie et de la bonne humeur et des bonnes ondes dans votre intérieur. Ça flatte l'œil, ça réchauffe le cœur, c'est parfait. Et puisqu'on parle de fleurs, d'élégance et de choses qui flattent l'œil, laissez-moi vous présenter le tout nouveau diffuseur de parfum imaginé par la marque. Vous allez en avaler votre chapeau de paille, je vous préviens, puisqu'il s'agit de l'édition limitée Blossom avec ce magnifique rose poudré et ces fleurs séchées qui viennent sublimer les bâtonnets. Oh là là, je le trouve somptueux. Je pense sincèrement que c'est l'un de mes préférés et quand il sera vide, il restera tranquillement sur mes étagères. C'est sûr et certain qu'il va déménager avec nous. Et en plus, cerise sur la pomponnette, il sent divinement bon puisqu'il sent précisément les fleurs de cerisier, le musc et le coton. Et si jamais vous avez envie de tremper un orteil dans l'océan Indien à moindre frais, la maxi bougie Madagascar est toute
indiqué parce que vous pouvez compter sur ces 70 heures de combustion pour savourer, vous délecter et vous rouler allègrement dans les notes de bergamote, de noix de coco et de vanille qui vont vous expédier les fesses dans le sable et vous coller le smile en mode ravi de la crèche jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous avez en tête cette sensation délicieuse d'avoir passé la journée au soleil sur la plage, de vous être baigné et ensuite d'avoir pris le temps de rentrer, de vous laver avec des produits qui sentent bon, le monoeil, la vanille, la noix de coco, vous avez les cheveux qui sèchent naturellement, vous êtes en petit short et ça va être le moment de l'apéro. Et ben la bougie Madagascar pour moi c'est cette ambiance là à la maison en permanence et je dis oui. Alors si vous avez envie de craquer sur des produits Vinemay pour accompagner vos sessions de lecture, je vous invite à utiliser le code promo ALEX45 qui va vous permettre de bénéficier de 45% de réduction sur l'ensemble de la boutique et d'avoir en plus la bonne surprise de voir une mini bougie se glisser automatiquement dans votre panier au moment de la commande. Et sur cette bonne note, c'est le moment d'en rajouter une couche puisque nous allons repasser au livre. Alors encore un grand merci à Vinemay pour leur confiance. Il y a seulement quelques instants encore, j'étais en train de vous parler de Provence, de lavande, de vacances, de voyages. Donc je me dis que ce ne serait pas idiot d'entamer cette liste de recommandations avec un titre jeunesse qui va vous plonger dans la même ambiance, qui n'est autre que Hugo de la Nuit, écrit par Bertrand Santini. Dans ce roman jeunesse qui flirte légèrement avec le conte macabre, on va suivre l'histoire de Hugo, un petit garçon qui va partir quelque temps pour passer les vacances chez son oncle dans le sud de la France, dans la belle Provence, et qui est très inquiet parce qu'il a l'impression que la nuit tombée, des morts ressurgissent dans le jardin. J'aurais tendance à vous recommander ce titre si vous avez aimé par exemple L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, ou encore si vous êtes assez sensible à l'univers de Tim Burton, dans ce côté un peu sombre, burlesque, fantomatique, mais à la fois attachant, drôle. Vous voyez un petit peu l'atmosphère, le cocktail que j'essaie de vous dépeindre. Et bien Hugo de la Nuit, c'est tout cela à la sauce francophone, servi par la délicieuse, délicate et espiègle plume de Bertrand Santini, qui est l'un de mes auteurs jeunesse favoris. Je lui avais d'ailleurs consacré une vidéo intégralement dédiée il y a de cela des années, des lustres sur la chaîne. Je vous la remettrai dans le petit ainsi qu'en barre d'infos si jamais le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez renouer avec votre âme d'enfant, avec une imagination foisonnante qui peut être aussi terrifiante que salvatrice, Hugo de la Nuit est tout indiqué. Et puisque les mots-clés d'humour et d'absurde ont été évoqués, je vous propose qu'on reste un petit peu dans cette veine, mais en passant à un tout autre public avec un récit contemporain, adulte, à ne pas piquer des hannetons, qui n'est autre que Voix d'extinction, signé par Sophie Hénaf. Si l'écologie et la cause animale sont deux concepts auxquels vous êtes particulièrement sensible et que vous avez envie de lire un texte décapant qui met en scène, en exergue toutes les absurdités de notre société spéciste et qui marche sur la tête, Voix d'extinction est fait pour vous. Avec sa verve inimitable, Sophie Hénaf va nous plonger directement en 2031 dans les baskets de Martin, un vétérinaire et prix Nobel qui essaie vainement d'alerter et de sensibiliser les chefs d'État à l'urgence climatique puisque la plupart des espèces animales se sont éteintes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa proposition d'un traité de protection de la nature ne rencontre pas le succès escompté. Mais, c'est sans compter sur Dieu qui ne se repose pas sur ses lauriers puisque cette femme a de la suite dans les idées et elle se dit que qui mieux que les animaux eux-mêmes pour plaider leur cause. Aussi, elle va transformer plusieurs représentants de différentes espèces en humains pour aborder le dossier de front. Et je vous laisse imaginer ce qu'un gorille, un chat, un chien et un cochon vont penser de notre société moderne. Et de la capacité presque infinie à foutre le bordel qu'est la leur. Le tout pour notre plus grand plaisir. Après avoir bien exploité vos zygomatiques en lisant un livre dans lequel Dieu est une femme, je vous propose de rester sur une figure féminine forte, marquante, mais à une échelle radicalement moins théologique et épique. J'avais très envie de vous faire une recommandation qui vous parlera tout spécialement si, comme moi, vous êtes des fans de la saga Anne Shirley, puisque je vous parle aujourd'hui du Bruissement du papier et des désirs, écrit par Sarah McCoy et qui imagine de toutes pièces toute la vie et la jeunesse de Marilla Cuthberg. Aka la vieille femme en poil revêche et acariâtre qui va accueillir chez elle cette orpheline à la chevelure de feu qu'on aime tant. Le récit va débuter en 1837 sur l'île du Prince Édouard. Marilla est alors âgée de 13 ans. Sa mère adorée vient tout juste de décéder et cet événement en particulier va cristalliser et décider l'intégralité de la vie de Marilla puisque c'est à ce moment-là précisément qu'elle décide de faire passer les autres avant elle-même, de prendre soin de son
frère, de son père, en dépit de toutes ses autres aspirations, et en particulier les sentiments qu'elle nourrit à l'égard d'un certain John Blythe. En un mot, commençons si vous aimez les romans historiques, les destins de femmes, l'évocation de la nature et l'ambiance à nul autre pareil de l'île du Prince Édouard qui est si bien dépeinte dans l'intégralité de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery, faites confiance à Sarah McCoy pour vous proposer une alternative qui va réjouir votre cœur. Et puisqu'entre l'île du Prince Édouard et le pays des mers il n'y a qu'un océan et des millénaires de différence, je vous propose de passer le moins naturellement du monde entre l'un et l'autre, puisque ma prochaine recommandation est l'un de mes derniers coups de cœur totalement inattendus, assez radicalement différent de ce que j'ai l'habitude de lire, et je vous parle maintenant de Chroniques du Pays des Mers, écrit par Elisabeth von Harburg. Chroniques du Pays des Mers, c'est de la science-fiction francophone assez ouvertement féministe qui imagine ce que sera la Terre dans quelques millénaires, quand notre société, mais aussi les deux qui suivront, seront déjà effondrées et qu'en lieu et place aura été érigé le Pays des Mers, un agglomérat de plusieurs familles organisées autour de matriarches, puisque la plupart des hommes ont été décimés par un virus et que les survivantes ont essayé de s'organiser autrement pour survivre. Si les thématiques de la maternité, de la transmission, de l'histoire, de la recherche, de la science, de la philosophie, de la théologie sont des sujets qui vous intéressent et que vous êtes en quête d'une lecture qui va vous faire réfléchir, qui va vous offrir un supplément d'âme, qui va vous remplir, qui va vous faire vous questionner, vous remettre en cause à travers une plume d'une précision, d'une beauté et d'une justesse infinie. J'ai été complètement époustouflée par le travail de Elisabeth von Harburg. C'était d'ailleurs notre toute première lecture commune dans le cadre du book club que j'organise sur Patreon, et il a quand même globalement fait l'unanimité. On a passé 1h45 à débriefer en live tellement on avait de choses à analyser, à décortiquer, à soulever. C'est un roman époustouflant, enrichissant et accessible qu'on va découvrir aux côtés de Liz Bay, une petite fille qui va tracer sa route, sa trajectoire à travers le Pays des Mers pour notre plus grand plaisir. Petite note cependant, parce que mon enthousiasme n'est absolument pas fin et j'aurais mille et une autres choses à dire pour prendre sa défense, mais il faut quand même avoir à l'esprit que si vous aimez la science-fiction pour le côté spectacle à grande échelle, vous risquez d'être déçu parce qu'on est sur un récit très factuel, assez contemplatif, nourri par assez peu d'action. On est là pour l'introspection, pour décortiquer les mécanismes sociaux, politiques, théologiques et biologiques qui ont donné naissance au Pays des Mers, plutôt que d'en prendre plein les mirettes à travers des destins personnels. Cela dit, si ça ne vous fait pas peur, foncez, vous ne regretterez pas, c'est sûr. Et puisqu'on est dans la veine de ces récits qui parlent directement à notre âme, qui nous remplit, qui nous comblent et qui nous font redessiner nos contours en tant qu'individus, en tant que personne, conscience, je ne pouvais pas ne pas mentionner Monsieur Origami de Jean-Marc Ceci, qui est un récit tout ce qu'il y a de plus contemplatif, mais qui m'a fait voyager en mon fort intérieur il y a des années de cela et que je n'ai jamais oublié. Imaginez un ermite qui vit dans une ruine depuis plus de 40 ans, avec pour seule et unique occupation la réalisation d'origami dans du papier washi, une forme de papier artisanal japonais bien spécifique. Et si cet homme est là depuis si longtemps, c'est parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qu'il n'a fait qu'entrevoir et qu'il a quitté sa patrie natale, à savoir le Japon, pour se rendre en Toscane dans l'espoir fou et vain de la retrouver. Et après toutes ces décennies de solitude, va débarquer dans sa vie Casparo, un jeune horloger ayant pour objectif, pour but ultime dans sa vie, de réaliser, d'imaginer, de concevoir une horloge capable d'afficher toutes les mesures du temps existantes. Et la rencontre entre ces deux intériorités va faire des étincelles dans un dépouillement extrême, dans un dénuement immense, que ce soit physique, scénaristique ou stylistique, pour ne laisser que la sève la plus essentielle dans un produit de littérature tout simplement sublime. Ah oui, bah là j'ai tout donné. Si vous n'avez pas envie de le lire, passez à autre chose parce que j'ai pas d'autres arguments. Là, je crois que je suis au max. Bon, et parce que la philosophie, le contemplatif et la réflexion, ça va bien 5 minutes, et que vous êtes plutôt d'humeur pour de l'action, des rebondissements, une narration menée tambour battant et très cinématographique, je ne peux que vous inviter à vous jeter sur L'Antimagicien, le premier tome de la saga imaginé par Sébastien de Questel. Dans cet univers pour le moins sablonneux, nous allons suivre l'histoire de Kellen, 16 ans, qui est le digne descendant et l'unique héritier d'une famille de mages très puissants et renommés dont la réputation n'est plus à faire, et ce dernier se prépare à mener son tout premier duel pour devenir mage, sauf que le jeune homme n'a pas un seul pouvoir magique. En tout cas, il n'est pas capable de mobiliser suffisamment de puissance pour faire le poids face à n'importe quel adversaire, et pour essayer de s'en sortir sans trop de dommages, le jeune homme va essayer de combler ce qui lui manque de pouvoir par la ruse et l'intrépidité.
Sauf que, bien sûr, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, comme anticipé. Il va y avoir, comme qui dirait, une couille dans le potage qui va le précipiter dans une suite d'aventures rocambolesques et mettre sur sa route à la fois Furia Fairfax, une fugitive qui n'a pas la langue dans sa poche, mais aussi un chat-écureuil, créature, comme son nom l'indique, mi-chat, mi-écureuil, au franc-parler et au caractère bien trempé. La dynamique de ce trio infernal couplée à un système de magie très inventif et visuel, le tout avec des rebondissements dans tous les sens mais bien maîtrisés. Tous les ingrédients sont réunis pour un récit efficace et dépaysant. Vous m'en direz des nouvelles, mais moi je m'étais régalée à l'époque. Si vous êtes amateur, amatrice de fantasy, mais que vous seriez plutôt partant pour de la chasse aux démons, je vous invite à vous pencher sur le cas des voleurs de fumée de Sally Green. Je pense que ça peut vous plaire. Là, étonnamment, je vais avoir un petit peu plus de mal à dérouler un discours pour vous donner envie parce que je l'ai lu il y a quelques années et qu'il ne m'en reste pas grand chose d'un point de vue purement, strictement factuel. Je me souviens que c'était un récit avec différents points de vue croisés. Il y avait une princesse en fuite, une chasseuse de primes, un voleur, deux pays au bord de la guerre, du chaos et de la destruction, et que tout l'enjeu du premier tome en tout cas était cristallisé autour d'une fiole contenant de la fumée extraite directement des démons et au grand pouvoir. C'est une trilogie de fantasy polyphonique assez efficace, peut-être pas la plus ébouriffante du monde, mais qui fait quand même le taf. Donc si le cœur vous en dit, faites-moi confiance, explorez cette piste. À défaut de changer votre vie, ça devrait grandement vous divertir, et c'est déjà pas mal. Autre saga de fantasy très divertissante et francophone en plus, il s'agit de La Voix des Oracles, le premier tome qui s'appelle Tia. C'est écrit par Estelle Faye, et si vous aimez la mythologie et les péplums, ce livre est fait pour vous. Je me souviens avoir découvert ce texte pendant une énième nuit d'insomnie. Je l'avais lancé sans grande conviction sur ma liseuse et j'ai été immédiatement happée, captée à tel point que je l'ai dévoré toute la nuit durant. Je me suis arrêtée qu'une fois la dernière page refermée tellement c'était un excellent voyage. En gros, l'histoire se situe en Gaule, en pleine christianisation du territoire, ce qui laisse assez peu de place pour les anciens cultes, pour les anciennes divinités, ce qui est un petit peu compliqué pour Tia, 16 ans, l'héroïne qu'on va suivre, puisque cette dernière a développé depuis l'enfance des pouvoirs de devin, et la pauvre, pour essayer de se protéger, vit de façon très solitaire avec son père, sauf que ce dernier va être frappé très durement pendant un combat et qu'il va être restitué à Tia, oscillant entre la vie et la mort, et la jeune femme va se jeter sur les routes pour essayer de sauver à tout prix son père, et c'est le début des problèmes. Ce récit m'a laissé sans souffle tant il est mené sur le fil du rasoir, le tout avec la plume d'Estelle Faye qui est si finement travaillée, c'est un régal. Le fond, la forme, tout y est, alors allez-y. Ça fait clairement partie de ces trilogies de l'imaginaire qui sont largement sous-cotées et il faut y remédier. Peut-être que vous avez envie d'un texte qui va vous plonger dans le même état d'esprit émotionnel, de drame, de tension, mais que vous êtes plutôt friand de contemporain. Dans ce cas, j'ai une piste très sérieuse pour vous parce que c'est encore une lecture qui s'est effectuée d'un seul souffle, d'une seule traite, en une seule et unique soirée. Et il s'agit du Syndrome du Spaghetti, écrit par Marie Vareille. Déjà, de prime abord, le premier argument qui devrait vous convaincre, c'est son autrice, parce que Marie Vareille a le don de vous embarquer dans chacune des histoires qu'elle imagine, parce qu'elle mêle une plume efficace qui s'est appuyée sur tous nos boutons d'émotion. Vous voyez un petit peu le tableau de bord dans Vice Versa. Laissez-moi vous dire que Marie Vareille le connaît comme sa poche. Elle m'a fait pleurer, me révolter et m'émouvoir au fil de la narration et de la façon la plus naturelle et spontanée et réaliste possible. Et pour vous toucher, 2 mots du résumé, parce que mine de rien, c'est quand même assez important. On va suivre Léa, 17 ans, qui est fan de basket. Elle partage d'ailleurs cette passion avec son père dont elle est très proche, c'est son confident. Et le jour où son monde va s'écrouler, s'effondrer, c'est là qu'elle va croiser sur son chemin quelqu'un qu'elle n'aurait jamais vu, qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer dans toute autre circonstance, dans toute autre configuration cosmique. Et cette personne, c'est Anthony. Il lui est très en colère parce qu'il vient d'un milieu beaucoup plus modeste, qu'il a dû enchaîner les galères, que sa situation familiale est très complexe. Et là où a priori les deux n'ont aucun point d'ancrage et de jonction, vont finalement trouver une forme d'osmose et tourner l'un autour de l'autre comme la lune et le soleil. Et c'était magnifique. Même si le titre ne vous dit pas grand chose et que la couve vous donne peut-être envie de vomir par les narines, faites-moi confiance, le Syndrome du Spaghetti, ça vaut le détour. Et enfin, quel meilleur moyen de clôturer cette vidéo que de vous présenter une autre plume francophone reconnue et acclamée pour ses talents, mais au travers d'un texte peut-être moins représenté dans sa bibliographie et qui pourtant reste à ce jour mon préféré. Il s'agit de l'excellent, extraordinaire et magnifique Tant que nous
sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Je me refuserais presque à ajouter quoi que ce soit tant ce texte mérite d'être savouré et découvert sans aucune attente, sans aucun a priori, sans aucune idée préconçue. Sachez seulement qu'on va suivre les destins de Ama et Beau, qui sont deux amoureux contraints à la fuite et à l'exil. Basta! Vous savez qu'Anne-Laure Bondou sait écrire et a priori si vous regardez cette vidéo c'est que vous me faites plus ou moins confiance, donc allez-y, tant que nous sommes vivants. C'est un peu ma recommandation de Joker à l'aveugle, faites-en ce que vous voulez. Mais lisez-le. Et c'est sur ces bonnes paroles que s'achève cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert certains titres et que vous en ressortez avec une furieuse envie de vous plonger dans un bouquin. Et maintenant c'est à vous de jouer parce que j'aimerais faire de l'espace commentaire un endroit pour que chacun et chacune puisse venir y piocher des recommandations de format poche. Donc c'est le moment, à vos claviers, pour nous confier l'un de vos coups de cœur qui est disponible en petit format. J'ai trop hâte de lire vos recommandations. Et en attendant de les découvrir, je tenais à adresser un immense et chaleureux merci à tous les Pradouillets et Pradouillettes qui me suivent et me soutiennent sur Patreon. Si jamais l'aventure vous tente, que vous avez envie de rejoindre le Book Club et d'accéder à des contenus exclusifs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la page Patreon. Et en attendant, eh bien moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!